nigga, this Tip, Westside Zone 1 Bankhead representative, Atlanta native, king of the motherfucking South. Au moment où j'écris cette vidéo, ça fait très exactement 15 ans qu'Atlanta domine la scène hip-hop. Et cela est possible car régulièrement des artistes viennent se positionner en nouveau leader de la ville en apportant un vent frais qui touche la capitale du Sud, les États voisins, le pays et enfin le monde. Au début des années 2000, l'un des artistes qui a permis ce repositionnement majeur, qui a permis à de nombreux dope boys de pouvoir prospérer de la musique, n'est d'autre que T.I. L'autoproclamé roi du Sud et pionnier de la trap music est probablement l'un des artistes les plus sous-cotés en termes d'impact musical dans la francophonie. Et il faut corriger ça ici. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de T.I., son ascension, son influence, les moments forts, les moments faibles de sa carrière, les bifs bien sûr, donc grosso modo, comment il a arraché la couronne. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors cette vidéo, c'est vraiment pour la culture. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à réaliser. Le but ici, c'est vraiment de vous montrer l'impact de l'artiste. Donc ceux qui aiment quand je fais ce type de travail, je vais vous demander de mettre un maximum de likes et un maximum de partage pour que cette vidéo soit un maximum vue. Et pour ceux qui ont regardé le vlog, vous savez que j'organise des voyages de groupe à partir de la fin de cette année. Sachez que c'est toujours d'actualité. Pour ceux qui veulent s'inscrire au prochain voyage de groupe, du moins qui veulent être au courant des prochains voyages qui vont être organisés, il y a un QR code qui apparaît juste là. Vous vous inscrivez à la newsletter et vous serez tenu au courant de ce qui va se faire. Ça va être des bars, on va filmer en plus, on va faire des trucs assez cool. Je suis en train de préparer un circuit du feu. Ça va être beaucoup mieux organisé que le premier voyage. Ça va être incroyable et en plus on va faire des contents de fou, d'accord? Donc ceux qui sont intéressés par ça et d'ailleurs même par des voyages individuels entre vous, parce que ça va venir un peu plus tard, j'en dis pas plus, inscrivez-vous à cette newsletter, d'accord? Sans plus attendre, on y va. Alors que la guerre East Coast-West Coast bat son plein, Outkast, le duo de rap d'Atlanta composé d'Andre 3000 et de Big Boi, se voit récompensé du titre de meilleur nouveaux artistes de l'année par les Source Awards. Le public hue, les artistes dans la salle sont remontés, mais Andre et Big Boi, eux, sont confiants. Le duo venait de mettre Atlanta sur la carte. Quelques années plus tard, la ville commençait à imposer son identité, notamment grâce au duo, mais aussi grâce à la Dungeon Family, leur collectif, au grand nombre d'artistes R&B qui devenaient de véritables superstars, je pense notamment à TLC, 112 ou encore Usher, et à des labels légendaires comme So So Def et à quelques poids lourds du hip-hop qui commençaient à prendre de l'espace, notamment Ludacris. On n'en parle pas assez de Ludacris, mais il a fait un gros taf pour Atlanta. Avoir son propre sound a été crucial pour pouvoir se démarquer des artistes crunk de la ville. Les artistes aujourd'hui ont moins ça à cœur et pourtant il n'y a jamais eu autant d'outils disponibles. Mon préféré en ce moment, c'est Lala AI. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Si tu es artiste, beatmaker ou créateur de contenu, écoute bien cette partie, ça va révolutionner ton travail. Alors Lala AI est une solution de traitement audio, que ce soit pour la musique, les podcasts, la vidéo, cinéma, publicité ou le doublage amateur. Tiens, par exemple, j'ai voulu tester l'outil pour voir son efficacité. Je suis allé sur le site lala.ai, je me suis connecté et j'ai simplement uploadé le morceau About the Money de T.I. featuring Young Thug. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le morceau, c'est celui-ci. Ensuite, en face de moi, j'ai eu des pistes audio séparées grâce à l'IA. Et là, tu as la piste des paroles et à côté, la piste de l'instru. Donc lorsque tu écoutes la voix, ça donne ça. Mais c'est pas tout, tu peux isoler absolument tous les instruments utilisés sur l'instru du morceau. La basse, la guitare, etc., etc., etc. Et aussi avec leur extension, le plugin VST, tu peux utiliser ça dans ton logiciel audio. Et ça, c'est un outil parmi tant d'autres de Lala AI. C'est révolutionnaire. Par exemple, pour les créateurs de contenu, tu as un voice cleaner qui te permet de supprimer les bruits de fond, les échos, les réverbérations, pour un son beaucoup plus clair en quelques clics. Ça se fait vraiment instantanément, c'est une dinguerie. Tu peux tester ce produit gratuitement ou tu peux prendre aussi l'abonnement pour avoir toutes les options payantes. Et c'est là que j'interviens. Obtiens
25% de réduction sur les 2 premiers mois avec le code ICONIC25. Il apparaît sur l'écran, tu as le QR code pour aller sur le site internet qui apparaît juste là et tu as le lien dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse aller te faire plaisir. Et moi je reprends la vidéo. Au début des années 2000, et les plus vieux, les gens de ma génération s'en rappellent, Atlanta n'avait pas du tout la même image qu'aujourd'hui. Atlanta, c'était le Black Hollywood, c'était l'endroit où les Afro-Américains prospéraient, donc l'imagerie qu'on avait dans les clips, dans les films d'Atlanta, c'était vraiment une très belle ville, tu vois. Ça donnait même envie de visiter la ville, tu vois ce que je veux dire, et même pour certains de vouloir s'y installer, parce qu'on avait quelques images assez sympas. C'était une ville très festive, connue nationalement pour ses freakniks, donc c'est des rassemblements qui mêlaient musique, fête et débordement, donc il y a des mecs et des meufs un peu vifs là-bas, bon ça c'est un autre sujet, mais bon voilà, c'était freak, c'est pas pour rien, hein. Et bien sûr pour l'essor du crunk en 2002 avec Lil Jon, mais il y avait tout un pan de la culture d'Atlanta qui a été délaissé. C'était la partie un peu sale, la partie qu'on voulait cacher en quelque sorte. Et même dans le rap, hein, parce que dans les clips à cette période-là, on voulait montrer un côté street fabulous, tu vois, tout devait être beau. Et quand je parle de pan qui a été délaissé, je te parle du style de vie de ces jeunes débrouillards qui vendaient leurs trucs près des maisons abandonnées. Phénomène très courant dans les quartiers défavorisés du sud. Et donc ces maisons abandonnées, vous savez comment on les appelle, c'est les trap house. Et justement, une personne s'est désignée pour remplir ce créneau. Et il s'agit de Clifford Joseph Harris Jr., alias Tip, puis T.I. Pur produit de la zone 1 d'Atlanta, du quartier de Bankhead plus précisément, Clifford Harris grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, le trafic de drogue et la violence. Lorsqu'il vient au monde, son père a 50 ans, c'est un gangster d'Atlanta qui fait ses affaires à New York, il n'a pas beaucoup été élevé par lui, et sa mère, elle, avait 22 ans quand il vient au monde. Au vu de l'écart d'âge entre les deux parents et de la profession entre guillemets du père, tu te doutes bien qu'il n'a pas grandi dans une grande stabilité. Dieu merci pour lui, ses grands-parents vont vraiment être très présents dans son enfance. Mais tu vois, la bonne volonté d'une mère et de grands-parents est loin de pouvoir supplanter la violence et la pauvreté d'une ville comme Atlanta. Donc, comme de nombreux jeunes de sa ville, Clifford, surnommé Tip par son père, personne ne va l'appeler Clifford, ça c'est très important de savoir, eh bien, il va sauter par-dessus le Porsche, comme on dit, d'accord? Donc tout simplement, il va aller vendre de la dope. Donc tout commence pour lui à l'âge de 14 ans, où il va lui-même sur le terrain pour commencer à se faire un petit peu d'argent. Mais Tip est loin d'être un garçon qui n'a pas d'ambition, bien au contraire, il espère devenir rappeur. Et donc en parallèle, il fait de la musique. Il commence à écrire ses premiers textes au début de son adolescence et il s'inspire beaucoup à l'époque de toutes ces grandes références des années 90 qui l'inspiraient beaucoup, notamment Tupac, Scarface, UGK. Donc là on parle de légende du Sud, il est lui-même du Sud donc il est très inspiré et Tupac, il est extrêmement fan de lui. Il est né en 1980 donc il était adolescent au moment où Tupac est en pleine ascension, donc il a vécu tous les meilleurs moments, donc il est vraiment convaincu que lui aussi peut devenir rappeur. Et il se fait remarquer d'ailleurs. Second to none. I will little tip, I tell you. He's on his way. No male role models go to sleep alone at night. They took my uncle under, now they trying to give him life. My father's far away and black clothes that always sent me. But things would be better if he was living with my mom and me. Donc comme tu le vois, il est déjà dans une émission à 14 ans. Et quand tu écoutes ses paroles, tu pourrais te dire, bon, c'est un jeune, donc il va parler de choses assez légères. Mais non, en réalité, il parle déjà d'une réalité assez dure, tu vois. Moi, j'ai écouté Bow Wow dans les années 2000. Son rap, c'était du rap pour enfants, tu vois. Là, pour le coup, il a vraiment un discours déjà très mûr et il a conscience de ce qui se passe autour de lui. Donc là, on est aux prémices de ce qu'il va réussir à créer lorsqu'il sera un adulte. Comme tout rappeur hustler qui se respecte, T.I. va vendre ses CD à l'arrière de son camion avec ses gars. Ils ont déjà un nom de crew, c'est Pimp Squad, Click, PSC, Patna, Big Country, Mac Bonnet et plein d'autres gars qui seront dans son crew plus tard, qui sont déjà ses gars dans l'adolescence. And we got the mixtape game just by going to New York and like, hey, we could do that. They ain't even doing that where we at, but we were making mixtapes on, we were putting real songs and rapping on other people's beats at the same time. So that's how we were marketing our music. C'est comme ça qu'ils deviennent de plus en plus populaires à Atlanta. Et à la fin des années 90, T.I. commence à attirer l'attention
dans la sphère underground. Les CD commencent à se vendre en plus grande quantité, les bootleggers commencent à copier la musique de T.I. pour la revendre, donc c'est quelque chose d'à la fois positif parce que ça veut dire qu'il est tellement bankable que les bootleggers veulent se faire de l'argent en revendant des CD de T.I. et de PSC, mais de l'autre côté forcément ça leur en fait moins d'argent, mais c'est un excellent signal. Tu vois, c'est comme lorsque tu as un média ou que tu es un influenceur et que tu as des gens qui créent en fait un faux compte de toi. Tu vois, ça veut dire que tu es suffisamment populaire pour que des gens aient envie de créer un faux compte de toi, mais en même temps, ça casse les couilles parce que c'est des scammers et c'est des gens qui veulent faire du mal à d'autres personnes. Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il attire l'attention d'un label majeur de sa région, LaFace Records. Le label fondé par L.A. Reid et Babyface, basé à Atlanta et qui a déjà lancé des artistes comme Usher ou encore TLC. La structure lui propose ce qui était le saint graal à cette époque-là, le contrat. Pour T.I., c'est la promesse d'un avenir différent. Il ne va pas finir big raveur dans ses putains de trap house. Non, il va devenir rappeur comme il l'a toujours rêvé. Donc bien sûr, il signe le contrat. Et cette signature va amener à plusieurs surprises et aussi plusieurs leçons super importantes pour l'avenir de T.I. Et donc le premier souci auquel Tip se heurte, c'est Q-Tip. Ouais, Q-Tip est signé chez Arista. Ils ont eux deux quasiment le même nom. Q-Tip, pour ceux qui ne savent pas, c'est le MC légendaire du groupe A Tribe Called Quest. Et donc avoir deux Tip dans le même bâtiment, ça va commencer à créer des confusions pour les équipes marketing et globalement pour les gens qui travaillent chez Arista. Donc il faut prendre des décisions. Donc il faut fluidifier tout ça. Et c'est de là que son manager KP lui dit tu devrais retirer le P de Tip pour faire juste T.I. Tip était pas spécialement chaud pour l'idée. KP lui a demandé est-ce que tu as une meilleure idée? T.I. n'en avait pas. Ils sont partis avec ça. Donc désormais, il s'appellera T.I. On passe au boulot. En guise de premier single de son premier album, I'm Serious, T.I. met le paquet avec un single du même nom, avec Beenie Man en featuring, Beenie Man qui est quand même la légende du dancehall, et les Neptunes à la prod, donc Pharrell Williams et Shad Hugo. Si tu as vu mon gros LSD sur Pharrell Williams, si tu l'as pas vu, va le voir. Je raconte justement comment Pharrell Williams dominait entre 2000 et 2005, c'était vraiment une dinguerie. Et donc l'album sort le 9 octobre 2001. Sur le papier, il a tout pour cartonner. Des gros producteurs, The Neptunes comme je l'ai dit, DJ Toomp, on va en reparler, Lil Jon, Jazzifa, et pour ce qui est des featuring, il y a Too Short, Bone Crusher, grosse référence de l'époque, Pastor Troy, Young Bloods, pour ceux qui se rappellent, Young Bloods c'était le duo d'Atlanta là, et Pharrell Williams lui-même. D'ailleurs T.I. avait un tel potentiel que Pharrell l'avait surnommé le Jay-Z du Sud. Il l'avait dit dans une interlude lors d'une mixtape qu'il avait sorti, et c'est quelque chose qui est resté, donc le Jay-Z du Sud. Alors pourquoi il l'appelait Jay-Z du Sud? Parce que T.I. était vraiment un rappeur qui mettait l'accent sur les lyrics, mais aussi le côté gangster, et en plus de ça, il n'écrivait pas sur papier, il l'écrivait dans sa tête, tout comme Jay-Z. Donc il avait tellement de points communs avec le rappeur de Brooklyn, que Pharrell Williams a dit non, lui c'est le Jay-Z du Sud. À partir de là, ça lui a donné une certaine pression. Et si tu veux mon avis, ça a joué en sa faveur cette pression. How you wrote, it's like, what's this guy doing? He's just standing there, looking at days. I used to write on paper back then, so that was the only way I knew. Like, this guy was just like, that was like so crazy to me. Jay was the only other person that I knew that did that. Because I always thought that was like an anomaly, that like, someone would like be able to do that. And I was like, no way. And then he would go in and say the most prolific shit ever. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Les critiques reprochent une certaine uniformité sonore, ça sonne comme copier-coller d'autres artistes, ce qui est pas totalement faux. Lorsque tu écoutes le single avec Beenie Man, ça ressemble beaucoup à ce que Pharrell faisait déjà ailleurs, donc il se démarquait pas d'une certaine manière, il faut le dire, c'est vrai. Le public ne suit pas non plus. L'album plafonne à la 98e place des Billboard 200, et d'après les dires de T.I. et ceux de son manager, ils étaient loin d'être une priorité pour le label. Ils avaient déjà d'énormes artistes à gérer, donc en termes de budget et en termes d'intérêt, c'était pas trop ça. Et donc L.A. Reid, donc le boss du label et fondateur, n'a pas pris le temps de voir le talent qu'était T.I. Et cet album, c'est certes un échec commercial, par contre, il y a un morceau qui se démarque plus que les autres. Ce morceau n'est même pas clippé par la maison de disques parce que après l'échec du single I'm Serious, LaFace Records n'a pas investi pour un deuxième clip.
Donc du coup, c'est T.I. lui-même qui a investi pour ce deuxième clip. Donc il fait très street clip déjà dans l'aspect. Et d'ailleurs, le clip ne passera pas à la télé, à ma connaissance, parce qu'il fallait remplir certains critères. Et pour le coup, il faisait vraiment trop ghetto. Ce morceau, eh bien c'est Dope Boys. C'est un effet papillon. Ça annonce ce que T.I. va devenir, mais également Atlanta. Le morceau est produit par DJ Toomp, un beatmaker qu'il rencontre par l'intermédiaire d'un proche et qui produit 6 tracks sur ce premier album. DJ Toomp va devenir la pierre angulaire du sound de T.I. Alors ce qui fait la particularité du morceau, c'est qu'on n'est pas sur un morceau très propre, parfait pour les clubs comme ce que Swizz Beatz ou Pharrell Williams pouvaient faire à cette époque. Non, là on est sur quelque chose de sale, de gras, de puissant et de très local. Dans ce morceau-là, T.I. vraiment s'adresse aux locaux, aux gens comme lui, qui ont le même style de vie, qui bicravent près des trap house, qui ont leur Chevy qu'ils astiquent le week-end. Tu vois un petit peu ce genre de gars-là. Et lorsque T.I. conçoit le morceau, il se dit « Moi, je vais m'adresser aux gens comme moi. Il n'y a pas de morceau pour nous. Outkast, c'est cool. Ludacris, c'est cool. Mais c'est pas vraiment pour les Dope Boys. Donc, il faut un morceau pour eux. » L'album I'm Serious ne cartonne pas. Par contre, ce morceau, ça devient l'hymne d'Atlanta. D'ailleurs, T.I. en parle. Man, Dope Boy was the record that I just really made for us. I feel like a lot of I'm Serious, it was me getting used to being able to go into a real professional grade studio and really like work on whatever I want to work on. I would really just like trying to see what kind of songs I could make. I had to do something for us. Come on now. And to represent the lifestyle that we was all too familiar with. Because I didn't think anybody else, at least from Atlanta, had came out with that in mind. Et Fabo aussi, d'ailleurs un rappeur hyper connu d'Atlanta dans les années 2000, parle de ce morceau Dope Boys. When T.I. came out, you know, it just kind of changed because I felt like he was talking for us. Like, you had all of this different music out there, but when that boy said, got them dope boys in the trap, the third nigga, John Dillon, he had a show at the Warehouse. Yeah. And that's the first concert I ever went to. Like, we were seeing T.I. do he was a little skinny nigga too. Yeah. Ce morceau deviendra les fondations du nouveau départ de T.I. Mais qui aurait cru que ce morceau serait les fondations d'un nouveau genre de toute une ville qui dominerait 20 ans plus tard? Parce que oui, si tu devais situer le tout début de la trap musique, ce serait ce morceau. DJ Toomp prend un sample de piano Al Wilson et T.I. pose dessus en racontant son lifestyle de façon passionnée. Pour moi, ce morceau, c'est du blues des temps modernes. C'est aussi ce que d'ailleurs la trap peut être. D'ailleurs, en parlant de trap music, c'est exactement le nom que T.I. va choisir pour son second album. C'est la première fois que ces deux mots, trap, parce que le mot trap, c'est un mot courant dans l'univers du Sud, et musique sont rattachés. Cet album, il ne le sortira pas chez Leatherface et Arista, parce qu'avec Arista, c'est terminé. Après l'échec d'I'm Serious, T.I. demande soit un partenariat en joint venture, soit d'être libéré. Arista a choisi la deuxième option. Mais T.I. ne court pas frapper à d'autres portes. Il construit la sienne. Et pour ce faire, il faut des hits. Et c'est comme ça qu'on aura le droit au morceau 24s. Alors, à l'époque, pour ceux qui ont joué à Need for Speed, c'était la soundtrack des parties. D'ailleurs, dites-moi vos meilleures anecdotes de l'époque. Moi, je suis sûr que vous avez plein de choses que vous avez vécues, que vous voulez partager. Et moi, je prends toujours plaisir à lire. D'ailleurs, en parlant d'échanger et de morceaux, sachez que sur le Discord, parce qu'on a relancé le Discord, je vais faire une playlist de tous les morceaux que j'ai cités dans ce LSD et je vais les mettre là-bas. Et si je vois que ça parle beaucoup, je vais faire un live où on va parler entre nous sur le Discord. Donc, inscrivez-vous sur le Discord pour avoir les morceaux. Et ceux qui veulent débattre, ceux qui veulent parler, ça se passe là-bas. Et si vous êtes nombreux, j'ai hâte de faire un live. Donc 24s commence à tourner un petit peu dans les clubs d'Atlanta alors qu'il est free agent. Donc il commence à attirer à nouveau l'attention des labels et cette fois-ci, c'est Atlantic Records qui l'approche. En parallèle de ça, il a compris l'importance de l'indépendance. Donc il va fonder son label Grey Hustle avec son partenaire de longue date Jason Gitter. À partir de ce deal-là, il retient les leçons de son premier deal avec Arista.
Donc il va faire en sorte que les choses se passent comme il a envie qu'elles se passent. Et donc en plus de l'indépendance, il va faire cette fois-ci de la trap music. Donc une musique avec une identité qui est propre à qui il est. C'est donc pas juste un deuxième album, c'est un véritable statement. En fait, pour la plupart des gens aujourd'hui, ce qui est totalement normal, vous avez très peu idée de comment le paysage musical était au début des années 2000. Mais vraiment, pour le coup, comme je vous l'ai dit, au tout début, Atlanta, c'était pas du tout ça. Et la dimension trap, qui nous paraît assez évidente aujourd'hui lorsqu'on parle de la ville, ne l'était pas autant à ce moment-là. Tu avais à l'époque Lil Jon, les étudiants écoutaient énormément du Lil Jon, les gars qui allaient en strip club. C'était une musique très mainstream aussi, il faut dire. Tu avais Ludacris. Ludacris, il vient de la radio, donc son ADN même est mainstream, et c'est vraiment un kicker, quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré des rappeurs de New York. Donc lui, dans l'approche musicale, c'était d'être un excellent MC. Et ça a été le cas. Ludacris était d'ailleurs l'un de mes rappeurs préférés de l'époque, donc il était vraiment très bon à ça. Par contre, ça n'a jamais été un gars de la rue. Ludacris, c'est pas du tout ça, il a jamais revendiqué d'ailleurs dans sa musique, il a eu un très grand succès, on va en reparler plus tard, mais c'est pas un gars de la street. Et ensuite, tu avais une scène R&B avec Usher, avec TLC et autres. Ça s'adresse à un public féminin, ou du moins un public masculin qui aime le R&B. Tout le monde aimait le R&B à l'époque, les gars, les meufs, etc. Mais il faut dire que voilà, le public féminin était vraiment targeté via le R&B. Donc vraiment, pour le coup, personne pour s'adresser aux gars du TX. Et bien sûr, vous avez So So Def, qui était donc le gros label, et qui justement était pas du tout street dans l'ADN. Donc T.I., lorsqu'il arrive avec Trap Music, il s'adresse tout particulièrement à ces personnes-là qui n'avaient pas de musique pour leur quotidien. Le week-end, quand ils sont en train d'astiquer leur voiture, ils mettent leur radio CD, ils peuvent mettre du T.I. parce que ça leur ressemble, tu vois. Et T.I. a vraiment fait en sorte de targeter ces gens-là. Non seulement il les a targetés, mais en plus il a brandé la chose, tu vois. Donc il a vraiment fait du branding, du business spécifiquement. Donc on est sur un vrai positionnement stratégique. Donc la trap music, aujourd'hui, lorsqu'on en parle, ça va être purement technique. Donc on va parler de logiciels, de rythmique et autres. Donc oui, effectivement, ça va être des grosses 808, bass drum lourd, des hi-hats rapides, des synthés, bref, musicalement, cette technicité-là. Et ça, effectivement, il y a eu Memphis qui a eu une influence sur Atlanta, mais aussi Houston. Vous parlez pas de Houston d'ailleurs quand vous parlez de l'influence musicale de la trap, mais pourtant Houston a eu un rôle prépondérant. Et bien sûr, par la suite, il y a eu d'autres pionniers de la trap qui sont arrivés et qui ont encore un peu plus cristallisé le truc. Mais au départ, la trap, c'est très simple. C'est T.I. au micro qui parle de la réalité de la rue d'Atlanta et DJ Toomp à la prod. À la base, c'est ça la trap. Ensuite, T.I. va ouvrir les vannes et développer un genre qui, au final, s'est avéré être rentable pour les rappeurs d'Atlanta. Et donc, le morceau Dope Boys que je vous ai fait écouter plus tôt, c'est l'ancêtre direct de Freestyle de Lil Baby. C'est la même chose. D'ailleurs, vous regarderez dans l'imagerie, etc., c'est le même délire. Voilà, je tenais à le dire. Au moins, voilà, vous savez l'influence de T.I. Et pour revenir à l'album Trap Music, tu as des morceaux qui sont vraiment trop lourds. C'est l'un de mes albums préférés des années 2000. Tu as notamment le morceau Bezel. Alors ce morceau, il fait trap, mais on sent l'influence de Houston. Par contre, il y a un autre morceau qui est un véritable classique, qui a pris de plein fouet Atlanta, et je dirais le monde entier, en tout cas les gens qui aimaient le rap US à ce moment-là, c'est le morceau Rubber Band Man. Morceau produit par David Banner, sur le refrain des enfants qui chantent, c'était grave à la mode à cette époque-là. Jay-Z l'avait fait sur le morceau Anything et Hard Knock Life. Nas l'a fait sur I Can, il y avait une vraie tendance autour de ça. Tu mettais des enfants dans ton clip, tu les mettais au refrain, ça fonctionnait un peu. Donc il a joué sur ces codes-là pour faire un clip qui envoie du très lourd, et je me rappelle qu'il m'avait mis une grosse baffe. Et en plus d'avoir fait un gros morceau avec ce clip, T.I. a voulu faire une démonstration de force en montrant qu'il a un véritable impact dans l'industrie. Donc il a contacté toutes les grosses têtes d'Atlanta. Parmi les invités, tu as Bow Wow, l'ex-star de la NFL, Michael Vick, Usher, David Banner bien sûr, Jagged Edge, Jazzifa et bien sûr Didi avec un manteau de chinchilla et en Bentley. C'est vraiment le Didi des années 2000, donc le Didi en fou. Donc là on est sur un Didi full effect. Donc à cette époque-là les gars, il était incancelable. Il était en full délit, en full agression sexuelle, personne n'allait rien dire, démoniaque à souhait, mais il faut le dire,
charismatique de ouf. Les rappeurs avaient tendance à l'appeler dans les clips pour qu'il fasse juste des caméos, parce que les gens aimaient juste le voir danser comme ça et en train de crier take that, take that. À l'époque, les gens savaient pas pourquoi ils disaient prends ça, mais en fait, avec le temps, on se dit peut-être que en fait, il y avait un bail anyway. Et donc, à l'époque, quand on voit T.I. avec Diddy à côté de lui, on se dit ok, ça y est, il va se faire signer par Diddy. Et d'après les dires, c'était l'objectif de Diddy. Et d'ailleurs, je suis très heureux que ce ne soit pas arrivé, parce que la carrière de T.I. serait partie complètement en vrille. T.I., tu as fait un excellent move en ne signant pas avec ce monstre. Par contre, charismatique, rien à dire. Hein. Ça a été le cas jusqu'à 2020. Les gens aimaient avoir le Diddy dans les clips. Bref, j'arrête avec lui là. Je commence à parler de ce fou là. Et donc le titre du morceau, c'est Rubber Band Man. Donc l'homme à l'élastique. Alors pourquoi l'homme à l'élastique? Eh bien tout simplement parce qu'il a besoin d'enrouler ses billets qu'il a gagnés facilement ou durement dans la rue. Et ouais, c'était en général des liasses de 1000 $ et c'était devenu son branding. Plus il a d'élastique, plus il a des billets à enrouler. Et tous ces petits éléments de trappeur l'ont suivi pendant très longtemps, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est comme ça qu'il faisait à chaque fois dans ses clips, il montrait à chaque fois son élastique, c'était vraiment un élément très particulier. Et ce qui est intéressant avec T.I. en fait, et ça ces choses-là n'ont pas souvent été dites, c'est que T.I. c'est un très beau garçon. Pause. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui rentre parfaitement dans les critères de beauté de l'époque, c'est-à-dire que il a très belle mâchoire, beau visage, bref, BG, il faut le dire. Et naturellement, lorsque tu vois l'époque, tu te dis, bah, un rappeur comme ça, il a tout intérêt à aller dans une DA de BG, c'est-à-dire faire des singles rap, R&B et autres, pour aller toucher un public féminin et pour conquérir comme ça le cœur des gens. Et ce qui est justement intéressant artistiquement avec T.I., c'est qu'il a pas choisi d'aller dans cette direction. Alors attention, il a fait des singles pour les meufs, on va en parler un peu plus tard, et il a joué sur ce côté beau gosse, notamment un peu plus tard dans sa carrière lorsqu'il a dû passer un cap, mais en tout cas, il a jamais voulu être vu que comme un rappeur comme ça. Quand tu regardes dans les clips, il fait énormément de grimaces, il a sa casquette sur le côté, il a l'air un peu fou, et T.I. est réellement fou, d'accord? On le voit comme ça, mais c'est un taré. Et je vais vous expliquer un peu plus tard aussi pourquoi. Et justement, ça, c'est quelque chose qui a toujours été hyper intéressant. Et d'ailleurs, il a pas de tatouage, il a pas de tresse, il met de temps en temps des grills, et c'est ce contraste entre ce côté un peu innocent, BG, parce qu'il a l'air innocent quand il n'ouvre pas la bouche, et de l'autre côté, ce côté très rue, qui fait justement le charisme de T.I. Pour revenir sur l'esthétique, il a son fameux élastique, mais il mettait toujours une casquette Atlanta sur le côté, très penchée. D'ailleurs, on l'a tous fait après par la suite parce qu'on le voyait le faire. Il mettait très souvent aussi des lunettes Cartier. C'était vraiment son esthétique à lui. Donc il avait vraiment travaillé un personal branding très fort entre l'élastique, la casquette et les lunettes qui le démarquait tout de suite malgré le fait qu'il n'avait pas de tatouage, malgré le fait qu'il n'ait pas de tresse. Et d'ailleurs, en parlant de personal branding, pour rappel, j'aide les créateurs de contenu à bâtir leur audience et ça se passe sur ce QR code et dans les liens dans la description. Scanne le QR code, tu auras une vidéo gratuite qui va être envoyée, tu seras au courant des conférences en ligne, des vidéos gratuites sur le sujet et des accompagnements qu'on fait. Donc Trap Music sort le 19 août 2003 via Grand Hustle et Atlantic Records. Et là, c'est une toute autre histoire que le premier album. Dès la première semaine, l'album se vend à 110 000 copies. Il entre directement à la 4e place des Billboard 200 et à la 2e place du classement R&B rap. Et pour un rappeur qu'on avait laissé pour mort il y a 2 ans, c'est un retour plutôt fracassant. Les singles font le travail un par un, donc 24 qui installe donc l'esthétique trap à la radio, Be-Easy qui confirme le statut et qui montre la réalité d'un trappeur, Rubber Band Man qui devient le premier classique de T.I. avec sa ligne d'orgue ascendante que les critiques décriront comme hypnotique et digne d'un show à la mi-temps, parce que ouais, le morceau est parfait pour la NBA ou la NFL, clairement il faut se le dire. Il atteint la 30e place du Billboard Hot 100 et enfin il y a le single Let's Get Away qui viendra compléter ce tableau de singles en ciblant le public féminin. Je te l'ai dit un peu plus tôt, T.I. ne cible pas directement le public féminin, mais il y a des singles très régulièrement qui visent ce public-là et à chaque fois ça fonctionne, hein, parce que bon voilà, il joue sur les clips, il se met en costard, tout ça, frais, et quand il rentre dans ce créneau-là, bah il peut concurrencer les Ja Rule, les Bow Wow, les Cassidy de l'époque qui faisaient des singles spécifiquement pour ce public-là. Donc Trap Music sera disque de platine et dépassera le 1 million d'exemplaires vendus. Pour moi, Trap Music, c'est l'album d'un gars qui n'avait rien à perdre et qui a tout gagné. Un petit peu d'ailleurs comme Eminem avec Slim Shady dans les années 90. On va à fond dans qui on est et c'est ça qui marche. Et parmi les morceaux de Trap Music, il y a un titre qui sera une véritable déclaration. Celle-ci ne va pas plaire à tout le monde et c'est d'ailleurs ce qui va lui ramener ses premières embrouilles. Je parle bien sûr du morceau King of the South.
Malgré un album qui n'a pas très bien marché, T.I. va se déclarer roi du Sud. Il va littéralement prendre la couronne, se la mettre sur la tête et attendre que quelqu'un vienne la chercher. Voilà, c'est la nature du rappeur. Mais avant de faire ça, il va quand même s'assurer que c'est ok auprès des OG du Sud qu'il respecte. Donc pour cela, il se rend voir ces rappeurs en question, que ce soit à Atlanta ou à Houston. Déjà à Atlanta, il va voir Big Boy des Outkast, qui lui dit clairement « Vu que t'es le roi, tu ne pourras pas demander de faveur. » Bah oui, il a raison, si c'est toi le roi, c'est à toi de donner les faveurs. Donc c'est un titre assez lourd à porter. Et de l'autre côté, tu as Andre 2000, la moitié de Outkast, qui lui va poser une question un peu plus philosophique, très à sa manière. Mais T.I., qu'est-ce que ça veut vraiment dire être roi? Donc il lui pose cette question. Donc chacun dans son style va questionner donc ce titre, mais au final, ils vont être ok avec le fait que T.I. utilise ce titre. Et ensuite, il ira à Houston. Il ira voir notamment Scarface, et Scarface lui dira « Ah non, je veux pas de ce titre, je te le laisse !» Il veut pas du titre du roi du Sud. Et pourtant, Scarface, au vu de sa posture, aurait pu être le roi du Sud. Mais il savait ce que cela comportait. Porter un tel titre, c'est avoir une cible sur le dos. Et c'est exactement ce que T.I. a eu ensuite. Aujourd'hui, la majorité des jeunes fans de rap ne connaissent pas Lil Flip. Mais en 2003-2004, Lil Flip, c'est l'un des rappeurs les plus big du moment. Originaire de Houston, Lil Flip avait sorti The Leprechaun, son album sorti en 2000, qui l'a propulsé, puis Underground Legend, dans lequel moi je l'ai connu. Un album qui avait un buzz bien au-delà du Texas. Il y avait les morceaux Sunshine, Game Over, enfin voilà, il était vraiment au prime de sa carrière. Il avait une vraie fanbase, un vrai momentum, et surtout une légitimité dans le rap du Sud. Il venait de l'équipe de Swishahouse à Houston, donc une équipe très respectée là-bas. Alors quand T.I., un gars qui venait de se faire lâcher par son label sur un flop, qui vient juste d'avoir un projet qui fonctionne un peu, s'est proclamé roi du Sud dans des mixtapes et sur son album, il prend ça comme une insulte. Et c'est là que les premiers pics arrivent. Et donc pendant que T.I. purge sa peine pour violation de conditionnel entre fin 2003 et mi-2004, Lil Flip en profite. Il donne plusieurs interviews où il parle du fait que T.I. s'est proclamé roi du Sud, il remet en question sa légitimité, il dit de lui que c'est un roi autoproclamé, ce qui n'est pas totalement faux, et il revient souvent sur ses chiffres, parce qu'à ce moment-là, Flip a de très bons chiffres. Et donc tout ça peut être vu comme un petit peu lâche, puisque pendant ce temps-là, T.I. était en prison, donc il ne pouvait pas répondre. Mais lorsqu'il est sorti de prison, ça a été direct. Le Birthday Bash, c'est le rendez-vous annuel à Atlanta, un concert organisé par la radio 107.9 qui réunit la crème de la crème du rap de la ville devant des milliers de fans. En 2004, c'est la 9e édition, T.I. vient de sortir de prison et il a un message à faire passer. Hey, look, Flip, I heard you in the house, my nigga. Tell them bring your punk ass to the stage. Look, Flip, I heard you in the house. Bring your punk ass to the stage. We'll bring him to the stage. Has anybody seen Lil Flip lately? We'll bring him to the stage. We'll bring him to the stage. Lil Flip lately? We'll bring him to the stage. Sur scène, il sort les grands moyens. Plusieurs affiches de Lil Flip habillé en costume de leprechaun, donc de lutin. Leprechaun, ça veut dire lutin. Donc, grosso modo, c'est des photos de lui sur son premier album. Alors, on est en 2004, comme je l'ai dit au moment où il y a eu ce Birthday Bash, et l'album Leprechaun est sorti en 2004 ans plus tôt. Mais quand tu regardes le visuel, ça avait très vite mal vieilli. Et c'est souvent le problème des albums du Sud des US, c'est que les covers pouvaient très vite paraître cheap. En voyant ça, le public explose. C'est une humiliation publique pour Lil Flip, qui était en plus présent à ce moment-là. Il était juste en retard. Quand il apprend ça, il veut monter sur scène, mais il n'est pas autorisé. Suite à ça, il dira dans les médias qu'il ne commence pas les embrouilles, mais il sait les finir. Et donc ça a été le début du bif. Donc T.I. enchaîne avec une diss track nommée 99 Problems, but Flip ain't one. Donc il reprend l'instru de notre cher Jay, sur lequel il rappe un clash contre Flip. Et donc il attaque directement et aussi de façon très technique Lil Flip. Ce à quoi Flip va répondre avec le morceau What's Beef. What's beef? Beef is when a nigga like you can't sleep. Wake up with no appetite and you can't eat. Et déjà en comparant les deux morceaux, T.I. a l'avantage. Et en fait ce qu'il faut savoir avec T.I. c'est que là où la plupart des rappeurs du Sud mettaient plutôt l'accent sur le côté festif et sur le côté fun, T.I. lui avait à cœur d'être vu comme un lyriciste. C'est-à-dire que lui,
il se jugeait sur des standards plutôt new-yorkais, tout en ajoutant cette dose de festive, de sud à sa musique. Mais lui, il avait vraiment un objectif déjà d'aller dominer tous les US et de transcender ce truc-là. Donc lorsque tu as des MC du sud comme Lil Flip qui étaient des bons lyricistes, mais pas des lyricistes aussi pointilleux que T.I., et ben très vite, la différence se faisait voir. Et pendant que cette guerre fait rage, T.I. prépare son 3e album, Urban Legend. Le titre est d'ailleurs une réponse directe à Underground Legend de Flip, un clin d'œil à peine voilé qui dit tout. Sur cet album, il sort un disque directement adressé à Lil Flip, You Don't Know Me. Ceux qui connaissent le morceau connaissent la gestuelle. Il a atteint la 23e place des Billboards quand même, un carton. Et après, ce morceau sera certifié disque d'or. Donc c'est pour te dire à quel point il a été populaire. Comme un vrai bandit d'Atlanta, T.I. va faire dégénérer cette histoire des studios d'enregistrement à la rue. Un soir, le rappeur de Bankhead décide de se rendre à Houston dans le quartier de Cloverland, le quartier de Lil Flip. Et tout ça pour filmer un clip dans le quartier du rappeur et prouver qu'il est soft. Pourquoi il décide de faire ça? Eh bien tout simplement parce que T.I. a jugé que Flip avait clairement dépassé les bornes. Il a clairement dit qu'il allait s'infiltrer chez T.I. avec un gun et réveiller son fils. Ça fait beaucoup. Là T.I. s'est dit non, il faut que j'humilie ce boug. Donc il prend sa gova, ses gars de Pimp Squad Click et c'est direction Cloverland. Plusieurs heures de route. Parce qu'il faut savoir que la Géorgie et le Texas, c'est pas à côté, d'accord? On est dans le sud, mais c'est quand même loin. On est quand même entre 12 et 14 heures de route. Alors lorsqu'il arrive sur place, l'équipe de Flip est très vite mise au courant et une bagarre éclate. Bon, clairement T.I. est en minorité face à Lil Flip. Alors d'après ce qu'il explique, il y a un ratio de 3 personnes pour T.I. à 30 personnes du côté de Flip. C'est pas une surprise, ça commence à se bousculer, mais d'après ce qu'ils expliquent, ni T.I. ni Lil Flip vont se battre directement. Il va y avoir des échauffourées, etc. Ça va s'agiter. Un gars du camp de Flip va tirer en l'air et tout le monde va se disperser et l'histoire va se terminer là. En vérité, non, pas vraiment. Lorsque T.I. a voulu rentrer à Atlanta, il a reçu un coup de fil de la part de quelqu'un de très respecté de Houston qui voulait absolument le voir avant qu'il quitte la ville. Et quand cette personne-là appelle, en général, tu réponds, et tu réponds favorablement surtout. C'est quelqu'un qui a l'habitude de régler des problèmes et à qui on ne veut pas de problème. Je pense que tu as compris de qui je veux parler. Il s'agit de J Prince, le fondateur de Rap-A-Lot, l'une des personnes les plus respectées et les plus craintes, accessoirement, de tout le sud des US. Devrais-je dire des US. Donc cette personne qui bosse pour J Prince dit à T.I. de se rendre chez J Prince. Et de l'autre côté, ils ont dit la même chose à Lil Flip. Donc ils se retrouvent chez J Prince. And Clay say, hey, J Prince called for you. He wants you to come to his spot. I say, what? He said, we got to go. We in Houston. What the fuck we gonna do? We got to go. So I said, all right, bet. And I don't know what he calling me for. Like, I don't know what his temperament is. I don't know how he feel about what's going on. It was really him. He was pretty much the only person that could sit us down. Like I said, I respect God, my grandparents, my dad, my mom, and then J Prince. Lors de cette rencontre, J Prince leur demande quel est le souci entre eux. Les deux s'expliquent, un tête-à-tête est même proposé, puis décliné. Un accord finalement a été trouvé et les choses se sont réglées. Lorsque T.I. a quitté la résidence de J Prince, cette affaire était réglée. Les armes sont posées, le bif est officiellement terminé. Le lendemain, des vidéos vont commencer à circuler un petit peu autour de l'altercation et surtout des personnes qui étaient sur place vont commenter et dire ce qui s'est passé plus ou moins. Ça va être des gars du camp de Flip, mais aussi des gens du camp de T.I. qui vont s'exprimer. Man, that nigga T.I. didn't swing one time. And if he say he swung, he a lying ass nigga, man. Et après ça, musicalement, les trajectoires ont aussi pris une direction opposée. T.I. a continué son ascension, tandis que Lil Flip a commencé sérieusement à s'essouffler. Et donc l'ascension se fait avec Urban Legend. Bring 'Em Out ouvre le bal. C'est le premier single d'Urban Legend sorti en 2004. Le single est produit par Swizz Beatz avec un sample de What More Can I Say de Jay-Z au refrain. C'est la première fois que T.I. entre dans le top 10 américain. Il atteint la 9e place du top 100 de Billboard. T.I. confirme que Trap Music n'était pas un accident. On est sur un album qui est beaucoup plus large, mieux produit, avec une stratégie claire et surtout avec un vrai but commercial. Le tout sans sacrifier son identité sudiste.
Et ça, c'est très important à noter, parce que je l'ai ressenti moi à l'époque. Lorsque Urban Legend est sorti, j'ai eu beaucoup de mal musicalement avec le projet, parce que ça change complètement de ce que j'avais l'habitude d'entendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les rappeurs, lorsqu'ils arrivaient, ils pouvaient pas juste surfer sur ce qui marchait, c'est-à-dire prendre de la trap, faire de la drill, etc. Non, il fallait qu'ils viennent avec un véritable sound, c'est-à-dire une musicalité qui leur est propre. Et pour ce qui est T.I., sa musicalité était beaucoup trop marquée pour moi. Les synthés, les trompettes, etc., ça faisait trop sudiste, c'était trop différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Donc c'était un petit peu difficile pour moi d'appréhender l'album. Donc j'ai dû l'écouter plusieurs fois à l'époque, essayer de rentrer dans le délire, et j'ai fini par adhérer. Et le single que j'ai le plus apprécié par la suite, c'est le morceau ASAP. Il y a aussi le morceau Get Loose que j'ai redécouvert récemment, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas entendu. Un super morceau bounce music, tu sens qu'il a été influencé par la Nouvelle-Orléans pour la réalisation de ce morceau. Il y a Nelly en featuring et tu vois que le morceau est fait vraiment pour les clubs, en particulier les strip clubs. Le morceau est vraiment lourd et il se démarque des autres morceaux du projet. Urban Legend se vend à plus d'1 million d'exemplaires, T.I. est certifié platine une deuxième fois en 2 albums. À partir de là, on peut dire que le statut de King pour lui est confirmé. Pas vrai? Bon, en tout cas, il a pas mis d'accord tout le monde, il y avait encore des gens qui étaient pas ok avec ça. Et pour le coup, les personnes qui n'étaient pas ok avec ça, c'est des adversaires, on va dire, encore plus coriaces que Lil Flip. Des rappeurs beaucoup plus successful, avec une plus grosse audience et surtout un pen beaucoup plus aiguisé. Cette fois-ci, il n'est pas de Houston ou d'ailleurs, il est d'Atlanta. Et il s'agit de Ludacris. Et ouais, Big Boy l'a dit, hein, lorsque tu te déclares roi du Sud, tu as une cible sur le dos. Et T.I. doit assumer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce clash avec Ludacris est arrivé en simultané avec Lil Flip. Donc pendant qu'il devait lutter sur un front, il devait aussi faire face à un autre front et pas des plus faibles. Et comment tout commence avec Ludacris. On est en 2003-2004 sur le clip de Fight in the Club de I-20, un artiste signé chez DTP, le label de Ludacris. Et dans le clip, on aperçoit un homme avec un t-shirt sur lequel est écrit Trap. Donc ce gars-là se fait bousculer et T.I. qui vient juste de sortir l'album Trap Music se dit là j'ai l'impression qu'il m'envoie un message de Luda. Clairement pour lui le message lui semble clair. Donc les pics étaient là, donc les tensions commençaient à monter. Et vraiment les tensions montent à partir de 2004 sur le morceau Stomp de Young Buck. Tu sais, le rappeur de G-Unit. T.I. fait son couplet et dans celui-ci, il envoie un petit pic à Ludacris, à peine caché. Donc il dit Ludacris, donc en anglais ça veut dire ridicule, et ça rappelle aussi Ludacris, le rappeur, tu vois. Donc moi, me faire tabasser, c'est ridicule, c'est ce qu'il dit. Je t'ai montré la traduction. Et donc Luda entend le couplet et décide de faire une réponse sur le même single sur lequel il a invité avec T.I. Donc Stomp. Franchement, une grosse réponse. Il faut savoir que Ludacris, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un mec qui sait écrire, c'est un vrai punchliner. Donc vraiment, le rap pour lui, il a fini le jeu. Donc il lui envoie un diss track sur le morceau de Young Buck où il s'attaque à ses finances, il remet en question son statut. Il parle de ses problèmes de contrat en expliquant que lui, il a pas ce problème-là. Bref, il se moque de son nom. Et il joue aussi sur le morceau Be Easy. Nobody's thinking about you, plus your beef ain't legit. So please stay off the T.I.P. of my dear. Et Young Buck se retrouve avec les 2 couplets pour le même morceau. Et là, il se dit, bon, il va falloir que je fasse un choix. Je peux pas avoir les 2 sur le même morceau en train de se clasher. Donc, à ce moment-là, il décide de garder Ludacris et il met The Game à la place. Et puis sur une autre version, il y aura T.I. qui sortira. Mais la version de l'album, ce sera Ludacris et The Game. Et pendant 2 ans, ça continue les subliminaux. Et en fait, c'est ça, entre Ludacris et T.I., ça a été beaucoup ça. C'était pas vraiment une guerre à proprement parler dans la rue, parce que Ludacris, c'est pas du tout son énergie, et c'était pas du tout la nature, on va dire, de leur clash à eux, tu vois, contrairement à Lil Flip et T.I. Là, c'était beaucoup plus une compétition pour savoir qui était un petit peu le roi d'Atlanta. C'était vraiment ça, ces 2 alphas en quelque sorte qui s'affrontent pour le titre. En 2006, Ludacris sort le son War with God, il remet en question encore une fois la street crédibilité de T.I., il sort les chiffres, etc., histoire de rappeler que ses propres albums se vendent beaucoup mieux, mais cette attaque sur les chiffres commence à être beaucoup moins crédible, parce que 2006, c'est le début du prime de T.I. Pendant que le beef avec Ludacris se résout
avec des subliminaux, T.I. travaille. Et il est en train de préparer sa réponse. Alors pas avec une diss track, non, avec un album. Un album qui va annoncer son couronnement. Là, il ne s'annonce plus King of the South, il s'annonce simplement King. Ce sera donc le titre de son album sorti le 28 mars 2006 via son label Grand Hustle Records et Atlantic Records. Les chiffres parlent d'eux-mêmes immédiatement. Dès la première semaine, l'album se vend à 522 000 copies et entre directement à la première place du Billboard 200. Ce sont les meilleurs chiffres de l'année 2006, toutes catégories confondues. L'album sera ensuite disque de platine et les singles, il y a le single What You Know, produit par DJ Toomp, qui est la bande-son de son couronnement. Oh les gars, ce morceau quand il est sorti à l'époque, il tournait à la télé, il nous rendait dingue. C'est vraiment à partir de là qu'on a tous voulu ressembler à T.I. La casquette sur le côté, Atlanta, la veste un peu ajustée au corps comme ça, Adidas, assorti en blanc. Moi j'avais ce look là à un moment donné. Quand j'avais fait ma rentrée comme ça, j'avais stun sur les niggas comme ça, là fallait voir, gras frais. Donc c'est vraiment à partir de là que T.I. la superstar est née. Et pour le morceau What You Know en lui-même, laisse tomber. J'avais l'impression quand je jouais le morceau que je marchais au ralenti. Tu vois, les synthés de stade, des cuivres royaux. C'est exactement ce que le titre indique en fait. C'est une cérémonie. Toi-même quand tu marches, t'es au ralenti, t'es frais. Tu vois ce que je veux dire? Le morceau est un pur carton, il atteint la 3e place du top 100, il remporte un Grammy Awards du meilleur rap solo et il sera nommé par Vibe, Rolling Stone et Pitchfork parmi les meilleures chansons de l'année. Clairement en 2006, lorsque tu allumes ta radio, tu vas entendre du T.I. à un moment donné, c'est sûr. En termes de production, T.I. travaille avec les meilleurs sur cet album. DJ Toomp, comme toujours, l'architecte de sa musique, Mannie Fresh, Just Blaze, Swizz Beatz, The Neptunes et Kanye West. Il est clairement arrivé à un stade de sa carrière où il peut appeler les meilleurs de l'industrie et ils vont répondre présent. Et la sortie de King, c'est un moment double. Alors oui, il y a le succès au niveau musical, mais en parallèle de ça, il fait ses débuts au cinéma avec le film ATL. Et donc T.I. dans le film, il joue le rôle de Rashad, un ado de 17 ans d'Atlanta qui élève seul son petit frère depuis la mort de leurs parents et dont la vie gravite autour d'une piste de roller, le Cascade, le temple du dimanche soir dans les quartiers. Si tu as regardé mon vlog d'Atlanta, tu as vu qu'on a été justement à Cascade, que j'ai fait du roller et que c'était une catastrophe. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, vraiment allez le voir, le lien est dans la description. Allez le checker. D'ailleurs, au passage, j'ai 2 gros vlogs de prévus prochainement. Ils se feront pas aux US, mais ne vous inquiétez pas, les US, ça va revenir. Le prochain se fera à Paris. Et je vais me centrer sur les créateurs de marques de vêtements. Vous êtes nombreux à vouloir créer votre marque de vêtements. Vous avez beaucoup de mal, vont rencontrer des soucis. On va faire un vlog spécifiquement pour vous, parce que dans ces vlogs-là, je veux kiffer et voyager, mais surtout, je veux vous apprendre des choses. Donc c'est un vlog autour de ça, où je vais aller à la rencontre de potos qui ont réussi dans le textile, vous donner des conseils. Donc allez vous abonner à la chaîne Big Aiko. Et le vlog d'après, il se fera en Afrique. Je vous donne les infos très prochainement, mais il se fera en Afrique, très précisément à Nairobi. Et ça va parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Ça va être très lourd aussi. Et après, on retourne aux US. Abonnez-vous à Big Aiko là. Bref, on reprend. Donc Cascade, j'en ai parlé donc dans mon vlog d'Atlanta. Et T.I. donc y était, donc c'est un endroit vraiment légendaire. À ses côtés, une jeune inconnue à cette époque-là, qui fait ses débuts. Il s'agit de Lauren London, la veuve de Nipsey Hussle. Elle était avec Nipsey Hussle depuis plusieurs années, avant qu'il meure. Paix à son âme. Et donc dans le film, elle joue le rôle de New New. Et Big Boy, d'Outkast, a aussi un rôle. Et il joue celui d'un dope boy, donc un trappeur. Le scénario est coproduit par Dallas Austin et T-Boys de TLC, 2 enfants d'Atlanta qui voulaient raconter leur ville. Les critiques sont surpris par la performance de T.I., un acteur naturel, à l'aise, qui n'a pas besoin de jouer parce qu'il est le personnage. Et le truc qui est un peu chelou, c'est que T.I. fait très juvénile. Il a à peu près dans la vingtaine au moment où il tourne le film, mais il joue le rôle d'un gars de 17 ans et bizarrement, ça passe bien. C'est assez curieux. Donc vraiment, pour le coup, T.I. fait vraiment très jeune et c'est ça qui, à mon avis aussi, a énormément joué dans le succès du personnage. Encore une fois, il y a un décalage entre son physique et qui il est réellement. Bref, Atlanta deviendra un classique culte du cinéma afro-américain. Donc l'explosion en tant qu'artiste solo, il se lance un peu dans le cinéma, et en plus de ça, c'est le moment pour lui de développer son label, parce que oui, les rappeurs à cette époque-là vont se mettre en avant
exploser et derrière faire venir d'autres artistes. Et dans le cas de T.I., ça va être sa clique de toujours, celle qui était avec lui dans les années 90, qui a vendu des CD avec lui dans la rue, qui était là dans les galères. Il s'agit de Pimp Squad Clique. Donc avec son groupe composé de ces gars de Bankhead, il va sortir l'album 25 to Life en septembre 2005. Putain, le titre de l'album quoi. De 25 ans à la prison à vie quoi. Wow. T.I. aussi s'est pas rendu des services. Le pouvoir des mots les gars, les pouvoirs des mots. Un album qui débute directement à la 10e place du Billboard 200. En 2006, il signe un rappeur du nom de Young Dro, un rappeur d'Atlanta qu'il croit depuis longtemps. Il fait le single qui est pour moi un véritable classique. D'ailleurs, Arnaud, si tu regardes cette vidéo, tu sais de quel morceau je veux parler. Il s'agit de Show the Lean, Show the Lean. Et en fait, avec le single Show the Lean, j'aime absolument tout. Déjà, l'imagerie, le clip, inspiré directement de Nothing But a J-Things. T.I. dans le même rôle que Dre, qui va chercher son artiste Young Dro, comme Dr. Dre, et aller chercher Snoop Dogg à l'époque pour le présenter au monde. Avec toute l'imagerie du sud, j'ai trouvé ça trop stylé. T.I. qui est un peu en retrait mais qui reste boss, qui mange chez les parents de Young Dro, pendant que Dro est en train de se mettre frais, qui se met devant la baraque, qui se met à rapper et qui fait son pas de danse là. Le show de Lean à l'époque là, quand t'étais un mec qui kiffe Atlanta, c'était la base. Donc vraiment, y a rien que je kiffe pas dans le clip. Le clip est mortel. T.I. a super bien mis en avant son artiste. Et de l'autre côté, musicalement parlant, le refrain est ouf, l'instru est dingue. Bref, j'ai grave kiffé ce morceau-là. Et d'ailleurs, je le redis, hein, sur Discord, vous avez la liste de tous les morceaux que j'ai cités ici. D'accord? Donc allez sur notre Discord si vous voulez récupérer tous les morceaux. Donc c'est vraiment là-bas que ça se passe. Et si j'ai oublié quelque chose, vous me demandez dans le Discord, on vous l'envoie. Bref, gros morceau qui cartonne. Donc on sent que T.I. est vraiment en place. Et je veux pas aller un peu vite en besogne, mais c'est pour ça qu'il y a une vraie comparaison de T.I. et 50 Cent à cette époque-là. T.I. fait des disques de platine, 50 aussi. T.I. a son crew avec Young Dro qui commence à péter, et 50 a Lloyd Banks, Young Buck, etc. Tu vois, donc il y a quand même une comparaison à faire, mais on en reparle en fin de vidéo. Et question featuring, T.I. est absolument partout. Tous les plus gros artistes rap vont l'appeler bien entendu. Mais il va même jusqu'à transcender le hip-hop. En novembre 2006, il pose un couplet sur My Love de Justin Timberlake. Le morceau atteint la première place du top 100 des Billboards. Clairement, à partir de là, il se dit King, parce que là, il est plus seulement au top de la trap d'Atlanta ou du rap sudiste. Là, il se retrouve au sommet de la pop américaine. Première place du top 100. Donc vraiment là, ça y est, c'est game over. Mais bon, il peut pas y avoir autant de positifs sans de négatifs. Et l'année 2006 va être aussi une année extrêmement dure pour T.I. puisque le 3 mai 2006, T.I. donne un concert à Cincinnati, dans l'Ohio. Après le show, son entourage se rend dans une after-party au club Ritz. Deux frères, deux mecs de la rue de Cincinnati sont également dans le club. Ils veulent se rendre en VIP pour rejoindre T.I. et son entourage. L'entrée leur est refusée. Les esprits commencent à s'échauffer. Une bagarre éclate et l'un des frères reçoit une bouteille de verre sur la tête. En sortant du club, les deux frères suivent le van de T.I. sur l'autoroute. À 3h30 du matin, près d'une bretelle d'accès, ils ouvrent le feu sur les véhicules. Plusieurs personnes du camp de T.I. sont touchées, dont un fatalement. Il s'agit de Big Phil, alias Phil Johnson, 26 ans, ami de T.I., assistant. Son frère de Bankhead meurt ce soir-là. T.I. lui-même s'en sort avec des éclats de verre. Il dira plus tard au tribunal qu'il était convaincu que les balles lui étaient destinées. How did Falant's family find out about his death? I told him. I called his mom first, then I told his cousin. I told his little girl. How old was his little girl? His daughter was 4 years old at the time. Five years old at the time. And how did you tell his daughter that her father was dead? He's in a better place and he won't be coming back. And I told him how much he loved her. T.I. donnera lui-même l'éloge funéraire aux funérailles de son ami. Il lui dédiera plusieurs morceaux, dont Live in the Sky, présent sur King. 2006, une année où il a tout eu, mais aussi une année où la rue lui a rappelé qu'elle était toujours bien présente.
Après King, T.I. aurait pu se reposer sur ses lauriers. Un numéro 1 aux Billboards, Grammy Awards dans la poche, un film culte dans les salles. Il avait tout prouvé. Il fait partie des kings du game et ça c'est parce qu'il a su être la bonne personne au beau moment. Au début de sa carrière, il a eu besoin d'être le pionnier, trap music. Ensuite, le conquérant, urban legend. Et ensuite, il a eu besoin d'être une superstar, king. Entre pionnier, conquérant et superstar, on n'est pas en présence de la même personne. Et T.I. a bien voulu nous le mettre en lumière dans ce nouvel album. I think Tip is jealous. I think Tip is jealous. Hey man, nothing to be jealous of. You had your chance to talk. I think that Tip is jealous that, you know, I guess the girls don't scream loud enough for him. I don't know. My image is being tainted by one half of my personality. If it wasn't for me, Holmes, you probably wouldn't be sitting here right now, dog. Sur l'intro du premier single de cet album, le rappeur met en scène deux alter ego. T.I., la superstar qui sait parler aux médias, récupérer les Grammy Awards, faire des films et bien sûr des singles pour les meufs. Et enfin T.I.P., le pionnier de la trappe et qui va au front contre l'opposition. Deux faces d'un même homme qui se battent pour le contrôle. Et le concept de cet album, c'est un petit peu comme une thérapie publique. T.I. want to be great in music. T.I.P. holds value to being respected in the streets. Ces deux alter ego seront le cœur du concept de ce nouvel album qui sort en 2007 nommé T.I. versus T.I.P. Et vous voyez le single qui va suivre là, c'est l'un de mes singles préférés all time. Big Things Poppin'. Produit par Mannie Fresh, 11e du top 100 des Billboards, ce morceau est un véritable carton, mais surtout, c'est l'un de mes morceaux préférés de T.I. et je dirais du Peura toute année confondue. Le morceau est motivant, c'est do it, do it, do it. Il n'arrête pas de te répéter ça comme un véritable mantra. Il a une énergie de ouf. C'est toujours ça, hein. T.I. c'est beaucoup rags to riches. C'était dur, j'ai bicrave, maintenant j'ai réussi à percer. Moi, c'est les histoires que je préfère dans le Peura. Donc c'est vraiment l'histoire d'une ascension, l'histoire d'un homme qui essaie de s'élever, etc. Le single est mortel, il a une énergie de fou. Je me rappelle cette année-là, j'ai été en vacances au Canada, à Montréal en particulier. Le morceau passait partout là-bas. C'était un véritable hit. Et d'ailleurs, la performance qu'il a fait de ce morceau sur scène au BET Awards, je crois en 2007 là, franchement, T.I. sur scène, c'était quelque chose. J'ai l'habitude de dire que j'aime pas beaucoup les rappeurs sur scène. Mais alors, il y en a quelques-uns comme ça qui étaient dingues. Et T.I. en fait partie. En fait, ce qui était drôle avec T.I., c'est qu'il est skinny de ouf, combatif et surtout, il arrivait aussi avec une gestuelle bien à lui, tu vois. Très énergique comme ça, tu vois, très vénère et tout. Tu sais, il est bouillonnant, tu vois ce que je veux dire? Et ça, en fait, ça faisait toute la différence. Il arrivait souvent, il contracte comme ça, il faisait des trucs, c'était trop stylé. En vrai, il faut dire que c'était trop stylé. Et en fait, cette énergie-là, il a retranscrivé sur scène, ça envoyait du lourd. Non, cette scène-là, elle m'a marqué. D'ailleurs, ces BET Awards, c'était la folie. 50 Cent était venu, il a fait Amusement Park. C'était dingue. Moi, je suis pas un mec des cérémonies, tout ça. Par contre, les performances lors des cérémonies, ça, je kiffe. Parce que c'est là où les artistes mettent le paquet. Enfin bref. Donc ce dualisme se retrouve dans la structure du projet. Tu as des morceaux estampés T.I. et tu as des morceaux estampés Tip. Donc tu as des morceaux plus radio-friendly. Et tu as des morceaux beaucoup plus street, beaucoup plus sombres comme celui-ci. Donc il navigue vraiment entre les deux concepts. Et d'ailleurs, petite parenthèse, La Fouine a repris le concept en France avec La Fouine vs Laouni. Voilà, pour ceux qui savent pas, ça vient de T.I. Et pour ce qui est des invités sur cet album, T.I. continue à aller chercher le top tier des artistes du moment. Nelly, Jay-Z, Busta Rhymes, Eminem ou encore Wyclef Jean. Et je vais dire le morceau le plus sous-coté de cet album-là, c'est le morceau Tell Him I Say That. Je sais pas pourquoi il l'a pas clippé, pourquoi il l'a pas plus mis en avant,
mais ce morceau c'est une tuerie. Dès la première semaine, l'album se vend à 150 000 copies et entre à la première place du top 100 des Billboards. Et il finira platine, 2 albums consécutifs numéro 1, platine, franchement, rien à dire. T.I. continue son ascension. Mais alors qu'il récolte les accolades et gère à la perfection une communication de superstar, le mauvais côté de Tip refait surface. En 2007, la veille des BET Hip Hop Awards à Atlanta, où il est attendu comme tête d'affiche de la cérémonie le lendemain, et bien c'est précisément cette nuit-là que des agents fédéraux l'arrêtent sur le parking de l'hôtel d'Atlanta. En fait, des agents fédéraux en civil lui ont vendu des armes à feu, donc ils avaient la preuve qu'il était en possession de ces armes-là. Sachant qu'il ne s'agissait pas de 1 ou 2 baby guns, hein. Non, il s'agissait d'un véritable arsenal. Il était donc en possession d'armes automatiques et silencieuses. Son assistant personnel avait acheté pour lui 3 mitraillettes MP5 et 2 pistolets équipés de silencieux en son nom, en passant par des prête-noms pour contourner les restrictions légales. Au vu de la conditionnelle et des soucis judiciaires de T.I., il ne pouvait pas être en possession d'armes à feu. Tu te rappelles? C'est pour ça qu'il avait été au placard en 2004. Mais en fait, après la mort de Big Phil à Cincinnati l'année précédente, il s'est promis que jamais il se retrouverait dans la même situation. Le fait de ne pas pouvoir se défendre, d'aller dans un club comme ça et de se faire tirer dessus et risquer de se faire tuer ou que quelqu'un de son entourage se fasse tuer, c'est vraiment quelque chose que T.I. ne voulait plus. Mais malheureusement, T.I. s'est quand même fait épingler. Et les images tournent en boucle sur les chaînes d'infos. According to court documents, T.I. arranged for a bodyguard to pick up $12,000 in cash from a local bank and use the funds to buy machine guns. The rapper then made arrangements to take possession of the guns Saturday afternoon. But the sellers were actually undercover federal agents. Le lendemain, les BET Hip Hop Awards ont eu lieu sans lui. La cérémonie qui devait mettre en avant son succès et son statut de roi, et bien finalement, elle a rayonné de son absence. T.I. plaidera coupable. La sentence, 1 an et 1 jour de prison fédérale, plus 3 ans de liberté conditionnelle. Il entrera à la prison de l'Arkansas début 2009. I realized completely that I violated the law and I accept that I must be punished. I take it very seriously. Pour T.I., c'est un gros frein parce qu'à chaque fois qu'il a son prime, il se retrouve avec des problèmes judiciaires. Vous allez voir que c'est un pattern qui va se répéter encore et encore. Ça a été le cas avec T.I. versus T.I.P. et ce sera le cas encore un peu plus tard. Mais Dieu merci, son talent va quand même prédominer. Au moment où T.I. subit la tempête judiciaire, un autre opposant fait son entrée. En plus d'être bien relou, il a déjà un hit. D'ailleurs, parlons du morceau They Know. They Know, c'est l'un des plus gros singles de l'époque. C'est un single qui est marquant et c'est un véritable classique d'Atlanta. C'est grâce à ces morceaux-là que Atlanta est Atlanta qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un remix excellent de ce morceau-là où il y a Lil Wayne dessus. Et d'ailleurs, c'est sur ce morceau que Lil Wayne active pour la première fois l'autotune. Donc allez l'écouter, tout ça, le remix est incroyable. Je sais plus qui il y a encore, mais le morceau est incroyable, allez l'écouter, encore une fois tout est sur Discord. Alors son vrai nom c'est Carlos Walker, mais dans les rues d'Atlanta, tout le monde l'appelle Shorty Low. Originaire de Bankhead, plus précisément de Bowen Homes, l'un des quartiers les plus durs de la ville, démoli depuis, Low est un pur produit des quartiers défavorisés d'Atlanta. Avant la musique, c'est la rue, il cofonde le groupe D4L, Down for Life. En 2005, ils ont eu un hit qui s'appelle Laffy Taffy, Laffy Taffy. Ouais, ceux qui ont connu le single à l'époque savent de quoi je veux parler. Shake that Laffy Taffy, that Laffy Taffy, shake that Laffy Taffy. Donc ce single est sorti dans l'époque de la snap music. Ça venait d'Atlanta, c'est Lil Jon avec Snap Your Fingers, c'est Young Jock avec It's Going Down. C'est un peu cette vague-là, c'est entre 2005 et 2006. Et ce single-là, c'était le single qui tourne en club. Tu dansais comme Fabo. D'ailleurs, c'est lui qui a parlé de Dope Boys au tout début, là, en disant que ce single avait retourné à Atlanta. Ce single-là était passé numéro 1 du top 100 des Billboards, hein, donc c'est pour te dire à quel point c'était un gros succès. Alors, quand Shorty Low se lance en solo et commence à revendiquer le titre de King of Bankhead. Bankhead, tu l'as compris, c'est le quartier de T.I. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a dealé, qu'il a commencé sa carrière. Shorty Low le sait très bien, c'est une provocation directe à T.I. Donc les deux rentrent en bif.
Et pourquoi il rentre en bif? Alors, Shawlilo contacte les équipes de T.I., il aimerait que T.I. soit en featuring sur l'un de ses morceaux. T.I. écoute le morceau, qu'il trouve complètement pété. T.I. était hyper dur musicalement avec les artistes d'Atlanta de l'époque, surtout les artistes Snap Music et compagnie, parce que c'est des artistes qui mettaient au centre de tout le côté fun et festif. T.I. voulait certes avoir un côté fun et festif, mais la dimension lyricale était super importante et Shawlilo était éclaté lyricalement parlant, il faut se dire la vérité. Et donc T.I. ne voulait pas faire ce featuring là. Mais les équipes de T.I., au lieu d'être directes avec les équipes de Shawlilo et Shawlilo lui-même en lui disant que T.I. ne voulait pas faire le morceau, ils le font poireauter. C'est des histoires classiques entre les rappeurs, hein. Même en France c'est pareil, ce genre d'histoire là. Shawlilo relance, finalement T.I. se dit eh vas-y, dis-lui que c'est 30 000 balles et je le fais. Ils transmettent l'information à Shawlilo. Shawlilo le prend très mal. Il se dit, mais attends, c'est un ouf. Je suis un mec de Bankhead, c'est un mec de Bankhead. En plus, je suis de Bowen Home, je suis un ancien, je suis un mec connu dans le secteur. Comment ça, il me demande 30 balles pour un featuring? C'est un ouf. Et ça y est, les esprits commencent à s'échauffer. Sauf qu'il y a une anecdote encore plus ouf derrière qui va encore plus échauffer les esprits. Et pour ça, il faut retourner dans l'adolescence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Shawlilo est de 4 ans l'aîné de T.I. Et quand t'es adolescent, 4 ans, c'est énorme. C'est un grand. T.I., c'est un petit à ce moment-là. Et donc, il va voir Shawlilo. Shawlilo est en train de jouer au dé avec les gars du quartier. Blah, tu connais, les mecs, ils sont là, ils parient toute la journée. T.I. est en vélo, il se balade dans Bankhead, tout. Il va à Bowen Homes, il tombe sur Shawlilo, il se dit « Ah, ce gars-là peut m'aider, il va m'aider à faire plus d'argent, etc. » Le mec est plugué, etc. Il l'arrête, et tu connais, les mecs du quartier savent pas trop comment s'exprimer, tout ça. Donc en fait, T.I. il l'arrête, il dit « Ouais, fuck with me. » Donc viens, on fait du bise ensemble, non? Shawlilo le regarde, il dit, mais c'est qui ce petit là? Qu'est-ce que tu fais toi? Tu es quoi toi? Tu es quoi? Et là T.I. lui dit, bah je pousse mes trucs, mais voilà, tout ça, je fais ce que je peux. Shawlilo regarde, dit, hey, prends de l'expérience. En anglais, ça donne get you wet up. Donc en gros, vas-y, t'as encore un petit peu, fais ton truc et reviens plus tard. Shawlilo lui dit ça, il se remet à jouer au dé, T.I. reçoit l'info, prend son vélo et déguerpille. Sauf qu'au départ, T.I. ne savait pas que Shawlilo et Carlos de Bowen Home, c'était la même personne, parce que lui, il le connaissait sous le nom de Carlos. Lorsqu'il a capté que c'était la même personne, là, il s'est vraiment dit, bah, tu sais quoi, toi aussi, get you head up! Prends de l'expérience, tu viens de commencer là, frérot, tu veux un featuring avec le King. Comment ça, tu veux un featuring avec le King? Va bosser, dit, fais d'autres singles. C'est ce qu'il lui dit à l'époque, hein. Je me remets dans la peau de T.I. Et c'est pas tout. Dans le morceau Big Thanks Pappin', T.I. dit ça à un moment donné. Donc quand il entend ça, Shawlilo, il se dit, ah, c'est un pic pour moi, faut que je réponde. Et c'est là qu'il sort un deuxième single, Dun Dun. Donc le premier single là de Shawlilo, en solo il était déjà chaud. Et après il sort le single Dun Dun, qui est un clash contre T.I. Alors sur le morceau il explique que T.I. c'est pas vraiment un mec de Bankhead, c'est un mec de je sais plus où, Riverdale ou je sais plus trop quoi. En gros il remet en question toute la street crédibilité du rappeur. Tu viens pas de Bankhead, t'es un gros mytho, et pour un rappeur qui revendique la trappe, le lifestyle des dope boys d'Atlanta, eh ben, tu casses tout son branding, toute son image. Et d'ailleurs, il avait mis en place toute une campagne pour se foutre de la gueule de T.I. Il se baladait à Bowen Homes, il demandait à tout le monde, est-ce que vous connaissez T.I.? Est-ce que T.I. vient d'ici? Tout le monde disait, vas-y, il est pas d'ici, etc. C'est vraiment des vidéos postées sur What Star Hip Hop hyper relou. Le mec était tenace. He won't know where T.I. from and where this man, he ain't from down here, man. Boy named T.I. Have you seen him in the world like that? Y'all tell him what my name is, man. We'll run back here, y'all. D'ailleurs, ça danse là. Quand vous voyez les mecs en train de courir comme ça dans les tracks, ça vient de Shawlilo. J'ai vu après dans Don't Like de Chief Keef, les mecs qui courent comme ça là, ça vient de Shawlilo. Même les rappeurs français que tu vois courir comme ça pendant des tracks, ça vient de Shawlilo. C'était une danse super fun. À l'époque, même les gangsters savaient s'amuser, ils faisaient des danses, frère. Ah, dans le game, c'était trop bien. Pendant ce temps-là, lui, T.I. ne pouvait pas répondre. Il était en assignation à domicile. Rappelle-toi, on l'a attrapé avec des guns. C'est bon, pour l'instant, il est chez lui, il peut rien faire. Par contre, il enregistre. Il est en train de travailler sur son prochain album. Et donc, quand il a la possibilité de sortir de chez lui pour tourner ses clips, vraiment que dans le cadre du travail, c'est là qu'il va commencer sérieusement à répondre. Le 2 septembre 2008, c'est la date de sa réponse en vidéo. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Il se rend directement à Bowen Homes, le hood de Shawlilo, pour y tourner le clip de sa diss track qu'il a enregistré quand il était en assignation à domicile. Le morceau s'appelle What's Up, What's Happening.
Ce morceau, ça a été un carton à l'époque, il tournait partout. Le clip est grave stylé, il arrive en voiture de luxe au milieu du hood, il descend, il check tout le monde, il récupère un vélo et se balade tranquillement. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin du clip, lui et toute son équipe se mettent à faire la danse de Show Yellow en même temps, tu vois. C'est vraiment, voilà, ils sont en train de se foutre de sa gueule. Tout ça dans la bonne humeur. Et tu sais, le plus drôle dans tout ça, et d'ailleurs T.I. il l'a dit il y a quelques années, c'est que ce clash, c'était le plus respectueux qu'il a eu, parce qu'il s'attaquait, mais en même temps, Show Yellow disait qu'il aimait bien sa musique, qu'il le trouvait bon, etc. Et T.I. respectait en quelque sorte son statut. Mais il y avait une forme de rivalité. Mais avec le morceau et le clip, à partir de là, il n'y avait plus de discussion, quoi. That was one of the most respectful beefs I've ever been in. Like, we really did have an appreciation for one another. Après cette réponse, T.I. reprend là où il en était. Back to regular schedule program, comme ils disent. J'espère que je l'ai bien dit. Et quand il reprend là, il reprend pas de la manière la plus légère, d'accord? Parce que là, il va sortir son album qui est le plus successful parmi tous ceux que je t'ai déjà cités. Et ouais, c'est une dinguerie parce que King, ça a été un succès. T.I. versus T.I.P., ça l'a été également. Alors, Paper Trail, c'est le sommet de sa carrière. Le prochain single qui sort, il s'appelle Swagger Like Us. Et en featuring, il y a Jay, Lil Wayne, qui a son prime à ce moment-là, et Kanye West, qui a son prime et qui l'est toujours d'ailleurs encore actuellement. On a 4 God MCs en même temps sur une track, avec une prod produite par Kanye West, où il sample le morceau Paper Planes de M.I.A., un hit de cette année-là. Franchement, je crois que c'était jamais arrivé, hein, une dinguerie. Bon, le morceau, ça a été 3e place du top 100 des Billboards. Au Grammy Awards, ça a été le prix du meilleur rap en collaboration. Leur performance, justement, au Grammy Awards, a été incroyable, hein. Il restera dans les annales. Clairement, on était sur un super groupe et d'ailleurs Kanye West en a parlé dans une interview en disant que c'était quelque chose de complètement novateur pour l'époque. Et depuis ce single-là, tu as vu plus de collaborations de ce genre-là. You know, before I came in the game, rappers was killing each other. You ain't even heard about that no more. The first time rappers rapped on a song with each other that were at a God level, all of them, was Swagger Like Us. After that, all the songs was like Swagger Like Us. Et à côté de ça, ça a été hit sur hit sur hit. Il y a eu le morceau Whatever You Like, produit par DJ Toomp, qui est clairement le pic commercial de sa carrière, hein. C'est le morceau qui a le plus vendu. Morceau numéro 1 du top 100 des Billboards, 8 semaines en tête. Et puis il enchaîne avec Live Your Life avec Rihanna. Alors là, c'est un raz-de-marée. Laisse tomber. D'ailleurs, à la prod Just Blaze qui sample Dragonsta Dintei, là, le truc d'Europe de l'Est là, qui avait cartonné dans les années 90 ou 2000. Gros carton, 2 semaines numéro 1, bref, T.I. sur le toit du monde. L'album sort le 30 septembre 2008, numéro 1 au Billboard 200 dès la première semaine, 3e album numéro 1 consécutif, et dans ce même album, pendant qu'il répond à Show Yellow avec le morceau What's Up, What's Happening, T.I. tend la main à Ludacris. Les deux hommes enterrent la hache de guerre. Des années de subliminaux, de pics en interview, de couplets effacés, tout ça appartient au passé. Ils ont fait un morceau qui s'appelle On the Top of the World. Et après tout ce travail, T.I. entre en prison en mars 2009 comme prévu. Et tout ça, tu te rends compte, il est au pic de sa carrière et c'est à ce moment-là qu'il retourne en prison. Comme quoi, il faut rester concentré, hein. Quand t'es une superstar, t'es une superstar. Tu peux pas être un bandit dans la rue et être une superstar. Après, pour sa défense, il voulait se défendre dans ce cas précis. Mais enfin bref, ce qui est fait est fait. Alors pour un rappeur, la prison, c'est à double tranchant. Soit c'est un accélérateur de carrière, d'accord? Tu sors de prison, tout le monde t'attend, t'exploses, Gucci Mane, XXXTentacion, ou alors ça te ralentit considérablement. Et pour ce qui est T.I., ça a été plutôt le deuxième cas. Lorsqu'il sort de prison, c'est un petit peu différent. En plus, c'était à une époque assez spéciale. On rentre dans les années 2010, Internet commence à être la plateforme principale pour aller chercher de nouveaux artistes, une nouvelle esthétique, de nouveaux artistes, bref, c'est plus 2008-2009. Hein. Mais lui, dans les années 2010, là, T.I. veut se positionner comme étant un producteur. Et même à ce niveau-là, il loupe
une opportunité de dingue. Alors si tu regardes le clip de What's Up, What's Happening, tu verras l'entourage de T.I. et à un moment donné, tu vois un grand Loxé qui sourit. Et ben c'est un jeune rappeur de Philadelphie qui fait donc son apparition parce qu'il est sur le point de signer chez Grand Hustle, le label de T.I. Alors tu l'as peut-être reconnu, il s'agit de Meek Mill. À ce moment-là, les deux s'étaient rapprochés, ils avaient un peu les mêmes histoires. T.I. voulait le signer, mais comme il a été en prison, c'était pas un moment propice pour Meek Mill de signer dans un label d'un artiste qui va en prison, donc finalement ça s'est pas fait, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez Rick Ross. Donc en plus d'avoir sa carrière de ralenti, il a loupé quelques opportunités. Mais bon, en sortant de prison, T.I. s'est vraiment focus sur sa carrière de producteur et il a eu plusieurs réussites. Et ça, c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant de son côté. Déjà, il a signé B.O.B. au moment où B.O.B. était en train d'exploser, au moment de Airplanes. Donc c'est un moment où B.O.B. est vraiment au top de sa carrière. Donc il est signé chez Grand Hustle à ce moment-là. Donc c'est un gros succès. Il signera aussi Iggy Azalea qui deviendra l'une des rappeuses les plus commerciales de la décennie suivante. Je parle des années 2010 à ce moment-là. Il faut se remettre dans le truc. On est début des années 2010. Et surtout, il croise la route d'un jeune artiste de Houston qui essaye de faire un petit peu sa route. Il lui rappelle Kanye West. Il dit de lui qu'il est un peu Kanye crazy. Il a beaucoup de talent et il le signe au beau moment. On est en 2012. Il s'agit de Travis Scott, les gars. Straight from Mexico, call up Quintana. I was just getting out of prison, I was rebuilding, and I kind of like, you know what I'm saying, it was just I casted a wide net, and I need the best that right now has to offer. And after casting that net, I got and also Travis Scott. Et ouais, les gens ont tendance à oublier les accomplissements de T.I. en termes de signature. En tant que label indépendant, il y a de super artistes qui sont passés par Grand Hustle. Il restera entre 2012 et 2019. Et d'ailleurs, je suis certain que le rapprochement de Travis Scott avec les artistes d'Atlanta dans les années 2013-14, notamment Rich Homie Quan, Young Thug, tous ces artistes-là, c'est possible parce que T.I. est derrière et qu'il est connecté à toute la scène d'Atlanta. Donc en fait, le succès de Travis Scott, on le dit pas assez parce qu'on a tendance beaucoup à parler de Kanye parce que artistiquement parlant, ça colle plus, mais en réalité, T.I. a joué un rôle mais central dans la carrière de Travis Scott et dans sa réussite. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Et en dehors de la production, T.I. va explorer autre chose dans ces années-là. Un truc que j'ai un petit peu moins suivi, la télé-réalité. Elle s'appelle T.I. et Tiny The Family Hustle. Donc c'est une télé-réalité façon Kim Kardashian et sa famille. Le show cartonne, ça se passe à Atlanta. Il montre sa famille, leur quotidien, sa vie de père, etc. Donc c'est un autre registre, une autre audience. On est vraiment sur quelque chose de différent. Et même en termes d'image, le T.I. Roi du Sud, c'est quelque chose qui commence à nous paraître un peu loin. Et au moment où tous les artistes trap explosent dans les années 2010, eh ben T.I., le pionnier de la trap, n'est plus trop dans la conversation parce qu'il est ailleurs, en fait il est dans la production et il est surtout très respecté par les artistes d'Atlanta, donc lui il est ailleurs. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que les jeunes qui prennent T.I. dans les années 2010, ce qui est normal, ceux qui sont nés dans les années 2000, ils se disent ouais mais T.I. c'est qui, c'est un mec à lance, bref, ils le prennent pour un rigolo. Or en fait c'est l'un des artistes les plus successful en termes d'accomplissement. Il est très très haut, tu vois, il y a très peu d'artistes d'Atlanta qui peuvent parler avec lui. Il y a Future et Outkast, tu vois, tout ce qui est Young Thug et le reste c'est encore un peu en bas, quoi, tu vois. Mais musicalement il arrête pas, il sort en 2010 son album No Mercy, l'album marche, il fait quand même disque de platine, c'est moins un succès que le précédent, mais il y a quand même d'excellents singles, je pense notamment à I'm Back, que j'ai beaucoup apprécié. Et à partir de cet album-là, par contre, il y a un vrai ralentissement. En 2012, il sort Trouble Man, Heavy is the Head. Là, pour la première fois, c'est un peu plus dur. Il a un peu moins de succès, cet album-là. Il y a de très bons singles, notamment Go Get It, que j'ai bien aimé. Mais c'est plus le T.I. à son prime. Là, on commence vraiment à voir qu'on est dans une autre époque et que musicalement parlant, les gens sont sur autre chose. Mais ça ne l'empêchera pas de rester actif, il sortira encore plusieurs albums et il aura un très gros single dans cette période-là et je dirais que c'est le seul gros moment musical de T.I. dans les années 2010, c'est le morceau About the Money avec Young Thug.
Bon, ces dernières années, T.I. semble avoir fait le tour de la musique. Il veut explorer de nouvelles choses. Il se lance dans le podcasting au moment où ça explose avec Expeditiously, son podcast. Alors, T.I., si tu le connais un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui aime bien utiliser de grands mots, même déjà à l'époque, hein, c'était quelqu'un qui était connu pour utiliser des grands mots, pour montrer qu'il avait du vocabulaire. Et Expeditiously, ça vient justement de là, parce qu'il aimait bien à chaque fois utiliser des mots comme ça. Donc, il va lancer son podcast en 2019, si je me trompe pas. Donc, c'est un espace où il invite des artistes, des acteurs, bref, des personnalités, où il s'exprime sur la culture, la politique, la société, avec le même aplomb qu'il mettait dans ses interviews dans les années 2000. Il change de look aussi. Tu sais, je te parlais de T.I. qui a un look très clean cut, sans barbe, sans locks, sans tatouage, mais là, il se laisse pousser les cheveux, il se fait des locks. Et donc, une vraie exploration capillaire, mais aussi récemment, et ça m'a un petit peu étonné, quand je dis récemment, c'était, je crois, les 2 ou 3 dernières années, T.I. s'est lancé dans la comédie. My son turned to me and say dumbass shit like, you don't know what I've been through. Actually, nigga, about 13 seasons of Family Hustle say I think I do. Et le personnage de T.I. est tellement pour moi détaché de la comédie que je me suis dit automatiquement que c'était éclaté. Mais pour la préparation de cette vidéo, je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait. Et très honnêtement, il y a des petits trucs quand même assez drôles. Il est pas mauvais. Franchement, ça allait, tu vois. C'est juste qu'on a beaucoup de mal à se dire que T.I. peut être un comédien. Tu vois, c'est trop loin du personnage qu'on a connu en 2002. Putain, je me fais vieux. Donc la casquette d'Atlanta qui lui servait de couronne, il l'a mise de côté. L'élastique au poignet n'a plus aucune utilité. Désormais, de toute façon, il reçoit des virements. Hein. Il a dû s'acheter une baraque avec l'argent d'Astroworld. Mais pendant ce temps, Atlanta traverse une vraie crise identitaire. Il y a l'affaire YSL qui fait perdre de la force à la ville, avec le Rico, Gunna qui aurait snitch, Young Thug qui est accusé aussi d'avoir snitch, les déchirements entre les artistes et le label. Bref, Atlanta, ce n'est plus ce que c'était. Sans parler de ce qui s'est passé récemment avec Gucci. Et T.I. en voyant tout ça s'est dit il est temps que je revienne. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et donc il est allé raser ses locks. De toute façon, la calvitie commençait à devenir de plus en plus apparente. Les gens se sont même un peu moqués de lui. Il repart sur son dégradé simple et efficace. Il renfile ses lunettes Cartier. Et bien sûr, il remet sa casquette ATL. Running to the checker flag, running through the red light. 12 can't be gun and won't pull over till I'm dead right. Le single Let 'Em Know sonne comme un retour aux fondations. Le single est sorti le 18 janvier 2026. Pharrell à la prod comme à l'ancienne. Le morceau est une dinguerie. Il faut dire que T.I. là a fait grave du fanservice. On retrouve le T.I. en feu comme dans le clip Rubber Band Man. Il retrouve le look de l'époque. L'instru elle-même nous rappelle trap music Urban Legend. Donc ça fait plus de 20 ans. Donc là ça sonne classique à la mort. Je pense même que Pharrell a samplé Rubber Band Man sur ce morceau. J'ai pas la preuve, j'ai pas vérifié. Dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Avec ce single, il réveille tous les millennials d'internet. D'ailleurs, je me rappelle le matin où il y a eu le teaser, il y a Marc, big up à Marc, mon responsable média, qui m'envoie le single en DM en me disant « Waouh, tiens, il est revenu, c'est dinguerie, etc. » Je me dis « Attends, il est revenu ou c'est juste ce qu'il faisait là ?»« Non, il est revenu, regarde, écoute !» Je clique, j'écoute, je pète ma tête. Maintenant, quand je pète ma tête, je vais voir sur internet, je me dis « On n'est pas juste de fous, on va regarder. » Et on voit en fait que tous les millennials, donc notre génération, étaient en train de péter leur crâne sur le single. Tu vois, v'là les vidéos qui sont faites sur internet, qui sont lookées comme T.I., casquette sur le teco, lunettes, en train de vibrer, en train de danser comme lui avec sa gestu. Donc vraiment, tu vois tout le truc de l'époque, ça nous rappelle l'époque, mais en même temps, le single est vraiment chaud, parce que ce qui sortait récemment, on calculait pas. Mais le single, il faut dire qu'il est vraiment chaud et il se démarque directement. T.I. est le premier single d'or, toujours confondu, sorti sur l'année 2026 aux États-Unis. Toujours confondu. Le rappeur en sucette, tous les artistes là d'Atlanta, ils sont là, ils sont dans la merde. Offset qui se fait tirer dessus, Young Thug qui sait plus, il a snitch, il a pas snitch, Gunna il a snitch, mais il a fui Atlanta, il veut plus en entendre parler. Lil Baby un retour, vraiment qui mettent d'accord tout le monde. Y a pas Future. Je pense que Future lui-même il en a marre d'Atlanta, il est maintenant en Fashion Week, en Superstar. Donc il a fallu que T.I. se sorte de ces trucs là de comédie pour revenir dans la musique, pour sauver Atlanta, pour sauver le rap. Et alors qu'il est en showcase dans un club à Miami pour célébrer son retour fracassant, T.I. décide de faire une déclaration qui ne va pas laisser indifférent. I don't know where the fuck you from or who the fuck you are. And our ears must hear and our eyes must see
Nigga, this tip. Westside Zone 1 Bankhead representative, eliminator, king of the motherfucking South. And I'm here to say, I don't give a fuck what you got to say about us, nigga. Atlanta is here, and I am here, and it will not stop. Anybody got a problem with it, nigga, come see me. Alors que T.I. signe son retour avec le single Let 'Em Know, il cherche à faire la promotion de ce single et de l'album à venir. Il se dit qu'il faudrait qu'il cherche une scène à la hauteur de ce comeback. Et c'est là qu'il se dit que le Versus, c'est la plateforme idéale. Alors pour ceux qui ne savent pas, Versus, c'est une plateforme créée par Timbaland et Swizz Beatz, dans laquelle des artistes qui ont un véritable catalogue, des légendes parfois, vont s'affronter, mais pas vraiment s'affronter en réalité, c'est célébrer leur catalogue, mais il y a parfois un petit peu de compétition, des affrontements, c'est-à-dire chacun sort un single, il y a 20 rounds, si je me trompe pas, à la fin des 20 rounds, il n'y a pas de vainqueur désigné en tant que tel, mais le public va avoir tendance à désigner un vainqueur, d'accord? Donc c'est extrêmement populaire, ça je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans ce cadre-là, T.I. voulait absolument affronter une personne en particulier, il s'agit de 50 Cent. Alors, ça a enflammé les réseaux sociaux, les gens se sont dit que 50 Cent allait le broyer, etc. Je vais vous donner mon avis très précis dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je vous explique ce qui s'est passé. T.I. se dit, un versus avec 50, j'ai régné dans les années 2000, lui aussi, c'est le moment où on peut s'affronter et décider qui est le véritable king. Et dans tous les cas, c'est une célébration de nos catalogues et ça va être une soirée historique. D'après T.I., les deux hommes avaient discuté du projet en coulisses, pas pour s'affronter, mais plutôt pour célébrer leur catalogue. Le plan était simple. T.I. annonce publiquement vouloir affronter 50, 50 répond, il commence à organiser la chose, et voilà, la promo se fait naturellement, et les gens seront au rendez-vous le jour du versus. Sauf que lorsque T.I. sort du bois et lance le challenge, 50 Cent ne réagit pas comme prévu. En fait, il ne semblait pas vraiment être au courant, il se met à troller. T.I. l'accuse publiquement de fuir le versus, il ne veut pas cette fumée, je l'ai appelé, il esquive, c'est ce qu'il dit. Et à ça, 50 va répondre, et tu connais le personnage, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il poste sur Instagram une publicité de T.I. pour Crime Stoppers à Atlanta. Sous-entendu, t'es une balance. Donc Crime Stoppers, c'est une publicité contre le crime à Atlanta que T.I. a tourné en 2008 ou 2009, si je me trompe pas. Ça faisait partie des choses que le procureur lui a demandé de faire pour avoir une liberté surveillée, si je me trompe pas. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il avait tourné une publicité pour dire aux gens d'Atlanta de contacter donc ce numéro s'ils se font agresser. Donc dans ce cadre-là, les gens disent qu'il a balance, mais quand on regarde dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Il a juste fait une publicité pour dire que nos mères, nos frères, nos sœurs devraient être protégés. Bref, donc pas des gens de la rue, quoi. Bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Mais bon, c'est une véritable provocation. Donc T.I. se dit, ok, d'accord, donc on est dans celle-là. Donc ça y est, ça commence à partir dans quelque chose de différent. Et donc là, 50 va trop loin. Il poste une photo visant la femme de T.I., Tiny. Donc c'est une photo qui la met pas spécialement en valeur. Là, tu commences à toucher aux femmes des gens. Donc les fils de T.I. montent au créneau. King Harris commence à poster des photos de la mère de 50, ça va extrêmement loin. Domani, le fils aîné de T.I., je crois que c'est l'aîné, lui rappe, c'est un excellent rappeur d'ailleurs, dans le créneau de J. Cole. Il sort 2 clashs, mais par contre les diss tracks, elles sont vraiment bien écrites pour le coup. La première est très fine parce qu'il s'adresse à la mère de 50 Cent en lui disant « Je ne comprends pas pourquoi ton fils est comme ça ». Enfin, vraiment, le morceau est super bien écrit. Et le deuxième est beaucoup plus incisif. C'est comme ça d'ailleurs qu'il commence à faire parler de lui en dehors de sa fanbase, parce que le premier fils de T.I., le plus grand, a quand même une grosse fanbase. Hein. Il est assez discret, il s'est un peu détaché de sa famille pour essayer d'avoir sa carrière dans la musique, donc il fait son truc. Mais là, clairement, en faisant ce single-là, les gens se sont rappelés qui c'était. De l'autre côté, King, c'est la folie, c'est la street Atlanta, même si c'est pas vraiment la street. Anyway, vous avez compris. Et de l'autre côté, T.I. va répondre beaucoup plus en finesse. Il a l'habitude des clashs, comme tu l'as vu ici, dans la rue, avec d'autres rappeurs, donc c'est même pas un problème. Et donc T.I., lui, va sortir des clashs. Et il va faire des petits clips en visuel où, au lieu de s'attaquer à la mère de 50, parce que c'est quand même dépasser les bornes, non, lui, ce qu'il va lui dire, c'est « Au moins, moi, j'ai une famille. J'ai une mère qui est toujours vivante, j'ai une femme qui m'aime toujours, et j'ai une grande famille qui est présente. » Contrairement à 50 Cent, qui est en conflit avec son fils, qui a perdu sa mère et qui est très isolé, tu vois. Donc il va aller beaucoup plus comme ça, en finesse. Et puis il va lui sortir aussi des clashs. Waouh, bam. Et en voyant ça, les gens s'attendent que 50 réponde, mais 50 ne répondra pas. Donc depuis, on est resté à peu près là, rien de hyper intéressant. Par contre, je vais vous donner mon avis sur le versus entre 50 Cent et T.I. Alors, ceux qui étaient vraiment dans le rap dans les années 2000
On sait que 50 a dominé entre 2003 et je dirais 2008, d'accord? Donc ça a été de très gros albums qui ont vendu plusieurs fois platine, star international, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, T.I. a beaucoup vendu aussi, quand vous regardez les chiffres, il a vendu énormément. Il n'a pas vendu autant que 50. Par contre, à partir de Paper Trail, T.I. est nettement devant 50 en termes de succès. C'est-à-dire qu'à partir de 2008-2009, T.I. devient un artiste beaucoup plus populaire avec des singles qui cartonnent à l'international, beaucoup plus que 50. Donc en fait, le prime de 50, en réalité, il s'arrête à peu près à ce niveau-là. Il continue à vendre un petit peu après, mais en comparaison avec les albums de T.I., clairement, il est au-dessus. Ensuite, quand tu regardes la longévité du rappeur, 50 a un pic comme on a rarement vu. De l'autre côté, T.I. a une longévité beaucoup plus nette. Son premier succès, c'est quand même Trap Music. Et son dernier gros succès, c'est No Mercy en 2010. Donc sa carrière est beaucoup plus vaste. Ensuite, pour ce qui est du versus, les gens ont tendance à regarder la discographie de 50. C'est vrai que 50 en versus, il est super chaud. Il y a de grandes chances qu'il gagne contre T.I. Par contre, il y a deux choses auxquelles les gens n'ont pas pensé, et c'est tous les remixes et tous les featuring que T.I. a fait, quand il apparaît sur We Fly, lorsqu'il apparaît un peu partout, lorsqu'il apparaît sur Around Here de Memphis Bleek. En fait, il fait des couplets un peu partout qui sont très chauds, en plus de ses singles à lui, qui ont extrêmement bien marché à Atlanta, qui sont très populaires dans le sud, tu vois. Genre un 50 qui fait un versus avec T.I. dans le sud, et c'est T.I. qui gagne. Et donc je dirais que 50 devrait gagner, parce qu'aussi 50 il a ses mixtapes avec des gros morceaux, des gros remixes ou quoi. Mais de l'autre côté, il y a un autre point super important à noter, T.I. est un excellent performeur. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de présence sur scène qu'un 50. 50 aujourd'hui sur scène, on s'en bat les reins. On veut aller le voir parce que c'est 50 et qu'on veut chanter les hits, d'accord? Je l'ai vu récemment sur scène, c'est pas la folie. T.I. par contre, il y a encore pas si longtemps, c'était pas mal. Donc, quand tu regardes les performances récemment des versus, c'est les performances live et les morceaux en featuring, les street classiques là. Et c'est pour ça que 50 a plus de chances de gagner, mais T.I. par contre, c'est pas aussi évident, tu vois. Et ceux qui ont suivi la scène là, parce qu'aujourd'hui 50, bon moi j'aime bien 50 et les gens croient que je l'aime pas depuis ma vidéo que j'ai sortie là. Mais non, mais c'est juste qu'il faut être réaliste. Quand t'as suivi, il n'y avait pas que 50 qui était un poids lourd dans ces années-là. T.I. c'était du sérieux, et du sérieux pendant plus longtemps que 50. Jamais aussi chaud que 50 encore une fois, mais du sérieux pendant très longtemps. Alors ce que j'aime avec T.I., c'est que c'est un rappeur en fait qui a très tôt su mettre ses couilles sur la table pour s'imposer. Il s'est autoproclamé, il arrivait avec quelque chose de différent, il a réussi à s'affirmer avec cette chose-là, en se disant pas qu'il allait copier ce qui fonctionne, il a proposé quelque chose de nouveau, il a adressé des personnes qui étaient complètement ignorées à ce moment-là, et d'ailleurs depuis qu'il les a adressées, il a ouvert la porte à des 2 Chainz, à des futurs, etc. Donc vraiment c'est quelque chose de très fort, Gucci Mane, Young Jeezy et autres, et en plus de ça, il a réussi à produire des artistes qui ont par la suite marqué notre époque, et indirectement ou directement, il a contribué au succès d'Atlanta. Et c'est pour ça que j'ai hâte de vous y emmener à la fin de l'année et également l'année prochaine. Inscrivez-vous, comme je l'ai dit, le lien est dans la description. C'est payant les gars. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo de T.I. Comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup de travail. Donc ce que je vais vous demander, c'est très simple. Juste mettre un like. Dites-moi votre meilleur single de T.I. ou dites-moi selon vous qui gagnerait un versus entre T.I. et 50. Je vais lire vos commentaires, je veux vos anecdotes, vos moments de nostalgie quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce que vous avez préféré chez l'artiste? Qu'est-ce que vous aimez pas chez l'artiste? Je veux tout voir en commentaire. Et pour ceux, encore une fois, qui veulent la liste de tous les morceaux que j'ai cités dans cette vidéo, il faut aller sur notre Discord. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Allez-y, inscrivez-vous. Là-bas, on reprend des conversations. On va vraiment faire en sorte de vous réactiver là-bas. Et aussi, merci encore à lala.ai de sponsoriser cette vidéo. C'est pour les beatmakers qui veulent se mettre bien, qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, du moins qui veulent essayer. Vous avez le QR code qui se trouve juste là, le lien dans la description et le code promo qui est là. C'était Major d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers! Pour ceux qui en veulent encore, j'ai sorti un documentaire big de ouf sur Kendrick Lamar. Je reviens sur toute sa carrière en détail. Et ceux qui pensent que je le déteste parce que je suis OVO Chris, eh bien détrompez-vous. J'aime beaucoup Kendrick Lamar, il est dans mon top 10 de mes MC préférés. Allez voir la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez.